J'ai peur aussi de la différence d'âge, perso. Ah ouais, ouais, ça peut jouer, ça peut jouer. Tu sais, tout à Il l'heure, a tu 32 disais. ans, là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas, tu vois, j'avais même pas rebondi là-dessus, mais c'est vrai que l'âge, ça peut le faire. Les hormones. Moi, j'ai 40 ans, alors je connais ça. Je vieillis. Je commence à avoir des petits cheveux blancs sur les côtés. Il faut que je fasse des dégradés plus souvent. C'est pénible, je vous le dis, c'est pénible. N'approchez pas de la quarantaine. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. Ouais, MMA Club spécial, grand format. Jan Blachowicz contre Magomed Ankalaev qui fait un très beau main event. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, moi je suis quand même content. C'est Noël, on est servi. Donc voilà, c'est un joli petit plateau. C'est pas la main carte la plus ouf de l'année, surtout avec ce qu'on vient de manger là. On vient de graille du UFC 280 et 281 de très grande qualité. Donc voilà, c'est vrai que vu comme ça sur le papier, c'est pas ouf, mais vous allez voir que c'est plein de mini bangers, ça fait vraiment plaisir. Je suis en compagnie de Lounès, le frérot de MMA Time sur Twitter. Les Salut. fous, ils font du bon boulot. Comment ça va, Lounès? Moi, ça va. Je suis tellement content de voir Magomed enfin avoir son title shot après avoir attendu des années. Non, non, c'est un plaisir. Et franchement, moi, la main card est super cool. Bien que les gens vont dire le contraire, je trouve que vraiment, 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 l'événement va être sympa. Et moi, je suis vraiment, vraiment chaud pour ce main event-là. C'était vraiment un combat que moi, j'attendais. Ben, je suis un petit peu d'accord avec toi, tu vois. C'est vrai qu'au tout début, là, ça faisait un petit peu, ouais, c'est moyen, machin et tout. Mais en vrai, en regardant bien, combat par combat, je suis carrément chaud, quoi. Donc, c'est cool, on est raccord, c'est très, très bien. Alors. Et je sens personnellement la carte avec beaucoup de finition. Ouais, Je sais pareil, pas pareil. toi, mais... Ouais. Beaucoup de spectacles. Finition, je sais pas, mais du spectacle, ouais. Je pense que ça va des oppositions de style très, très intéressantes. Alors, petite précision à la fin de ce podcast, on va se faire la main card en prono. Et pour le main event, j'ai ma petite... je vais utiliser ma petite carte Vision de l'Aigle. Ça va me permettre de me décider sur un détail. Donc voilà, restez avec nous. C'est peut-être un détail un petit peu naze comme ça, vu comme ça, mais pour moi, ça va faire la différence. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout, protéinée, vegan. Voilà, j'ai réussi à le dire sans bugger pour une fois. Voilà, vous avez 10% avec le code MMA Club 10, vous le savez. Alors consommez. Moi, ça me fait à chaque fois une petite piécette mise dans le, comment on dit, dans la besace, dans la quicheta. Alors voilà, faites-moi ce petit plaisir. Allez, c'est parti, on y va. On a le numéro 2, Jan Blachowicz contre le numéro 3, Magomed Ankalaev. On est à 29 victoires et 9 défaites contre 18 victoires et une seule défaite. En termes de poids, d'allonge, de taille, on est sur des valeurs quasi similaires. Voilà, je vais afficher une petite image dans le podcast, vous verrez. C'est magnifique. Alors, on va commencer vite fait avec le parcours de Jan Blachowicz, qui pour moi est très trompeur. Dernièrement, on a tendance un petit peu à le sous-estimer, je trouve. Seulement 2 défaites sur ses 10 derniers combats. Il a nettoyé la catégorie à un moment où celle-ci, elle était en plein doute. Alors, il y avait le retrait de John Jones. Il y a l'impression générale que ça me donne, c'est que c'est quelqu'un qui est très solide, parfois un petit peu exposé avec des combinaisons de coups qui sont, généralement c'est efficace, mais ça devient un petit peu répétitif au fur et à mesure du combat. Avant sa défaite contre Glover Teixeira, il a quand même battu Israel Adesanya sur son terrain, quasiment sur son terrain. Il était appliqué dans son game plan. Il y avait le Polish Power qui a certainement mis en doute un petit peu le champion middleweight dans son approche, dans les zones de travail du Polonais. Ensuite, pour faire bref, il a affronté Alexander Rakic. Et là, pour moi, c'était un petit peu, pas une désillusion, mais c'était pas non plus la masterclass. J'avais pas le pressentiment qu'il était bien dans son combat. Son volume de coups portés était souvent issu des combinaisons très répétitives, à laquelle je trouvais que Rakic, il était plutôt habitué. Rakic dominait pas forcément pour autant, mais malheureusement, voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Il y a une blessure. Yann s'est retrouvé dans une sorte d'incertitude avec cette victoire à demi-teinte. Voilà, on en est là pour Jan Blachowicz. Je te laisse la parole. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, l'un des aspects du jeu de Yann que je trouve exceptionnel, c'est vraiment sa capacité à vraiment, vraiment toujours contrer les low kicks. Et je pense que dans ce combat-là, ça va être très intéressant de voir ça. Parce que bien qu'il les utilise pas forcément tout le temps, mais Magomed, c'est un bon kicker. Tu vois, même si c'est un southpaw, il se met souvent southpaw. Genre, je trouve que Jan Blachowicz, sa capacité à être un contreur
dans les grands rendez-vous, tu vois. Et c'est pour ça que le combat contre Rakic, j'ai trouvé que c'était un combat un peu à demi-teinte. C'est qu'on avait encore une opposition de deux contreurs. Mm. Et quand souvent tu as en striking deux contreurs, c'est pas forcément les plus beaux combats à voir parce que les deux vont avoir un peu ce sentiment d'avoir peur d'avancer, d'avoir peur d'engager justement à cause des contres. Et pour moi, la blessure de Rakic vient du fait que Jan Blachowicz est un des meilleurs contreurs de low kick. Je trouve personnellement que sa capacité à checker les low kicks était exceptionnelle. Il a cassé la jambe de Rakic en contrant des low kicks. Pardon. Et je trouve que sur ces derniers combats, surtout depuis sa défaite contre Thiago Santos, il a vraiment, je trouve, arrêté de rusher un peu bêtement. C'était un peu ce qui lui faisait défaut avant sa défaite contre Thiago Santos. C'était vraiment, il rushait et avait un peu le menton à l'air. Et je trouve que depuis qu'il s'est un peu mis la tête dans ça, à être plus contreur, plus calculateur, je trouve vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Et vraiment, c'est de là que le Polish Power est né, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et comment t'expliques, est-ce que tu vois un petit peu comme moi cette espèce de passer le premier round quand il n'y a pas forcément toujours les solutions? Comme là, tu disais, c'était deux contreurs, donc ça annihilait un peu les forces de l'un et de l'autre. Comment t'expliques un petit peu ce côté répétitif des combinaisons de coups en striking? Est-ce que tu as remarqué la même chose que moi? Après, c'est un peu le bon et le mauvais côté quand t'es contreur, c'est que souvent quand t'es contreur, t'attends que le gars te mette la pression, tu vois. Ça veut dire que t'as pas forcément le jeu en pression pour mettre la pression, tu vois. Typiquement, un gars qui est un excellent contreur et qui est pas un super bon, tu vois, mec offensif, moi je trouve que c'est l'inverse de Edson Barbosa, tu vois. Edson Barbosa, c'est un gars qui est excellent quand lui met la pression et qui est très mauvais quand il reçoit la pression. Et tu vois, dès que lui reçoit la pression, Edson, tu vois, il crumble un peu, tu vois, genre il baisse sous la pression. Et Yann, c'est le contraire. Moi, je trouve que Yann a du mal justement à mettre la pression vraiment. Et je sais qu'on va m'utiliser l'inverse, mais quand Dominique Reyes, c'est un combat qui gagne grâce un peu à sa pression. Mais je trouve qu'il le gagne aussi, surtout grâce à ses contres, tu vois. Moi, je pense que c'est juste, il a trop pris ce côté contreur et doit vraiment plus travailler sur ce côté contreur que sur le côté mettre en place quelque chose, tu vois. Ouais. Après, la comparaison avec... c'est vrai que tu parlais de Barbosa. C'est vrai que les créatifs, sous pression, ils ont plus de mal à s'exprimer, quoi, d'une manière générale. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ce cher Magomed Ankalaev, pour moi, c'est compliqué de trouver un... Ah là, je sens que tu vas te faire plaisir, tu as envie de parler de Magomed Ankalaev, je le sens. Pour moi, c'est compliqué de trouver un terrain de comparaison, pour l'instant, parce que je crois que son plus gros défi, ça a été Paul Craig, Nikita Krylov, puis Anthony Smith. Alors ça m'ennuie un petit peu de dire ça, mais j'ai l'impression que l'Ukrainien, il était à l'époque dans une phase un petit peu... une grosse phase de doute. L'Écossais l'a battu, même si pour le coup, avec un peu de malice, c'est lui qui aurait dû gagner. Et par contre, j'ai trouvé qu'Anthony Smith, pas mauvais du tout, tu vois, pour rebalancer un petit peu. Je trouvais qu'Anthony Smith, bon, on sait qu'il est un petit peu sur une descente de prime, mais de là à dire qu'il a fait un mauvais combat, c'est un grand mot. J'ai trouvé qu'il a plutôt essayé de tirer son épingle du jeu jusqu'à un certain point. On a même vu le Dagestanais refuser d'aller au sol contre lui, qui confirme qu'il est... Justement, j'aimerais bien aborder ce sujet. Ça confirme qu'il est l'anti-Dagestanais un petit peu dans l'approche et l'idée qu'on se fait de leur style chez nous un petit peu en Europe de l'Ouest. Et c'est ce que j'apprécie dans son profil, tu vois. Il change un peu l'idée qu'on se fait des Russo-Dagestanais qui sont d'abord des lutteurs avant des strikers. Donc j'apprécie aussi sa capacité à gérer un combat dans la longueur autant qu'à essayer de le finir à la moindre opportunité. Et voilà, moi je sais pas si tu as vu les stats, mais les stats le prouvent un petit peu parce qu'il a 50% de finish en KO, TKO et 50% de décision. Donc c'est vraiment quelqu'un de très opportuniste et c'est quelqu'un qui sait aussi rester à sa place quand il n'a pas les solutions. Et la dernière chose que j'apprécie chez lui, c'est qu'il se laisse jamais déborder. C'est très rare de le voir reculer sur 4-5 pas, c'est très rare de le voir être acculé. Il perd jamais le contrôle de la situation et ça... C'est très rassurant en termes de spectateur de voir un combattant qui reste maître de son combat. Je te laisse la parole, je sens que ça va te faire plaisir de parler de ce cher Magomed. En fait, il faut savoir quelque chose au Daghestan, et ça c'est très peu dit, mais il y a deux camps au Daghestan, tu vois. Enfin, il y en a deux, mais deux principales. Il y a ceux justement de Magomed Ankalaev et ceux de Khabib, parce qu'ils s'entraînent pas forcément ensemble, tu vois. Et justement, le camp en fait de Magomed Ankalaev est plus un camp justement typé kickboxer, typé
striker, alors que le camp de feu Abdulmanap était du coup un camp beaucoup plus samboïste, tu vois. Et c'est ça en fait que les gens ne savent pas. Et du coup, pour juste mettre une petite anecdote, Zabit justement a beaucoup appris dans son style kickboxer en faisant des camps justement chez le camp de Magomed Ankalaev. En fait, Magomed, si tu veux, attends, je vais bouger un peu parce qu'il y a du bruit à côté. Là, ce sera mieux. Du coup, le camp de Magomed, il faut savoir quelque chose, c'est un camp qui se prépare énormément pour contrer. Moi, dans ses dernières vidéos et de tous ses sparring, je vois qu'il prépare vraiment des contres. Il prépare pas forcément de la lutte, alors que je pense qu'il va utiliser sa lutte justement contre Jan Blachowicz, mais je reviendrai après. C'est un gars qui aime beaucoup striker, mais c'est pas un gars qui a peur de lutter, tu vois. C'est un gars très, 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 très complet, et c'est ça qui est vraiment hyper dangereux, je trouve, quand t'affrontes Magomed, c'est que tu sais pas forcément ce qu'il va faire, tu sais pas forcément s'il va striker, s'il va grappler. C'est un peu le style néo-dagestanais, tu vois. C'est très bon striker, très bon grappleur, mais utilise beaucoup plus son striking que son grappling. Moi, son combat qui m'a fait le plus peur en fait dans son ascension récente, c'était le combat contre Thiago Santos, qui est une horreur à affronter, Thiago Santos, parce que c'est peut-être le plus gros puncher de la KT avec Yeri à mes yeux, parce qu'il est vraiment imprévisible, Thiago Santos. Il peut toujours t'avoir juste avec sa vitesse et ses combinaisons en fait qui sont imprévisibles. Et il s'était fait un peu touché. Il a pris un mini knockdown, on va dire, contre Thiago Santos. Mais c'est un combat où justement Magomed a voulu vraiment vraiment sécuriser le jeu. Et là, tu sens que il a la mentalité champion, même en étant touché, même en étant un peu dépassé. Il a pas eu peur de mordre un peu le protège-dents, se dire bon, j'ai perdu un round, c'est pas grave, je reviendrai aux autres. Et c'est vraiment une mentalité qui m'a plu. Et contre Anthony Smith, moi, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a nullifié Anthony Smith, que ce soit debout au sol. Aussi, juste pour dire, il a pété la jambe d'Anthony Smith avec des low kicks. C'était vraiment exceptionnel. Enfin, moi, je trouvais que sa performance contre Anthony Smith, moi, et je le porte vraiment en gloire, Anthony Smith, parce que c'est un excellent combattant. Je trouve qu'il est vraiment très sous-coté et que les gens en fait ont souvent on voit le palmarès d'Anthony Smith et se disent que c'est pas forcément le meilleur, mais vraiment c'est un top 5 depuis facile 3 ans là maintenant. Ouais, il est stable. Et il y a des raisons. Ouais, et il y a vraiment des raisons pourquoi il est top 5. Et la performance que fait Magomed, je la trouve folle. Moi, en fait, ce que tu as dit, c'est vrai et faux, parce que récemment, en fait, il essaie de moins prendre de risques depuis justement la défaite de Paul Craig, pour éviter de prendre une défaite bête, tu vois, en prenant des risques. Du coup, maintenant, il sécurise un peu plus les combats, alors qu'au début de sa carrière, c'était vraiment un vrai fou furieux. Au niveau finish, je pense qu'avant son combat contre Paul Craig, on est pratiquement sur du 83%. Ouais. Et depuis, il a un peu plus pris son temps pour sécuriser le jeu, prendre moins de risques. Et c'est pas pour me déplaire, tu vois. Moi, j'aime bien la mentalité champion de se dire, de temps en temps, faire un peu moins de risques, mais avoir plus de victoires. Je trouve que c'est un peu une bonne mentalité pour être champion et durer, tu vois. Ouais. Avant, ce que t'en penses, toi. Avant son combat contre Paul Craig, il était sur 4 finishes et 4 décisions. Et c'était dans une. Je crois que c'était tout dans des organisations russes, pardon. Donc ce que tu dis, c'est vrai. Après, c'est sûr que du coup, le fait que ce soit pas forcément à l'UFC, ça nuance un petit peu. Mais ça n'empêche que derrière, il a quand même envoyé du KO. Il a quand même envoyé 5 stoppages après le combat contre Paul Craig. Donc. Ouais, il a pris une approche, comme tu dis, un peu prudente, mais moi, je reste sur le fait que dès qu'il a une ouverture, il n'hésite pas à prendre un petit peu de risque et à y aller, parce que ça a payé à chaque fois, ça a payé les 5 fois, ça a payé. Donc ouais, c'est un finisseur dans l'âme, je pense quand même. On peut pas totalement changer sa trajectoire de prédilection. Et je pense que ça l'a juste peaufiné, quoi. Tu sais, un peu comme c'était un peu un diamant brut quand il arrivait à l'UFC. Il a eu cette défaite, il lui a remis la tête en place dans le style un petit peu, bon bah ok... Faut que je sois un gros finisseur, mais il faut quand même que je prenne mon temps. Et en fait, ça en fait une arme quasi imbattable, quoi, puisqu'il est sur 9 victoires d'affilée. C'est ouf, quoi. Mais tu sens que dans son style et même dans son mental, il a vraiment un côté sniper qui est fou. Ah oui. Genre vraiment, il est froid. T'as vraiment le...
Franchement, tu vois, t'as le côté un peu mec de l'Est, C'est que, clair. tu vois, stéréotypé, froid et tueur, tu C'est vois. le Genre, dragon moderne. ouais, je te jure. Parce que Et... Pardon. le Vas-y. finish qu'il met à Yann Couté là-bas, genre le deuxième, là, Mm. le vrai, Mm. entre guillemets, quand Yann Couté là-bas, il pouvait plus trop pas en parler. Moi, je le trouve fou. Vraiment, la combinaison, et tu sens que le gars, en striking, c'est fou. Ah, techniquement, moi, je le trouve incroyable, Magomed. Ouais, c'est Genre, ouf. même au niveau des déplacements, tu vois, on parle souvent des mecs qui prennent toujours ce petit pas pour désaxer et jamais être sur la ligne de frappe. Je trouve que Magomed, quand il le fait, c'est magnifique Mm. aussi. Il est jamais dos à la cage. Il est vraiment toujours, il se désaxe au moment avant d'être dos à la cage. Mm. Et franchement, je trouve que c'est une des caractéristiques qui m'intéressent de voir contre Yann, c'est lequel va mettre la pression à qui, tu vois. Après, ça peut être un combat ennuyeux, du coup. Tu sais, dans le Moi, je sens... pense que j'ai peur de ça, moi, perso. ouais, ça peut aller dans les deux... Voilà, ça peut être un banger, mais ça peut faire shit aussi, ça c'est sûr. On va juste aborder un petit peu les statistiques. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent et puis il y en a qui détestent. Vous le savez, il y a une timeline, ça veut dire que si ça vous plaît pas, vous zappez. Les statistiques. Alors, je sors un petit peu mon parchemin. Voilà, Ankalaev, il est favori à moins 240. Et vous le savez, ça veut dire qu'il faut mettre 240 $ ou 240 € pour en récupérer 100. Alors que Blachowicz, il est à plus de 200. Il faut mettre 100 $ pour en ramasser 200. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal comme code. Dernièrement, j'en avais présenté qui était pas top. Et celle-là, elle est pas vilaine du tout. Parce que je voyais pas Blachowicz si loin derrière. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ces cotes. En fait, si tu regardes les derniers combats, et surtout la défaite contre Teixeira, c'est normal de mettre Yann pas favori, tu vois, mettre underdog, parce que vraiment la performance contre Glover, je pense qu'elle a surpris tout le monde. On avait l'impression que Yann était pas là mentalement, tu vois. Et même contre Rakic, je t'en ai parlé, mais mentalement, ça faisait peur, tu vois. Tu vois, genre, je sais pas, je le sentais pas aussi conquérant. Non, je suis d'accord. J'ai pas encore regardé toutes les vidéos, tous les countdowns que va sortir l'UFC, parce que ça, c'est hyper intéressant pour voir justement mentalement comment arrive un combattant. Mais j'ai peur que mentalement, on ait une sorte de... depuis la victoire contre Israël, où il a dû faire un peu d'oseille, tu vois. Tu vois, quand t'as touché un peu d'argent, que t'as eu ta fille, que t'es père de famille, j'ai peur que... voilà... c'est ça, tu vois. C'est dur de revenir combattre quand t'as de l'argent, quand t'as ta famille, tu vois. Faut pas se dire que c'est facile de combattre, tu vois. Genre, mentalement, un combat, c'est un combat. Et tu vois, tous les petits alentours que t'as dans ta vie, ça t'empêche aussi d'arriver à 100% même dans ta tête. Alors que Magomed, lui, là, c'est du pain béni, tu vois, comme on dit. Le gars attendait son title shot depuis vraiment, 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 genre 2 ans, il en parle, il en avait marre. Même, il a demandé plusieurs fois à l'UFC, s'il vous plaît, donnez-moi un combat, je veux ce titre, c'est ma destinée d'avoir ce titre. Il y en a même qui ont eu peur que même s'il avait battu Yann, il aurait pas eu son title shot parce que Poatan aurait peut-être pu le prendre avant lui. Là, il a sa chance, il va enfin avoir sa chance. Et là, même dans ses vidéos, il est en conquérant, là, il est mentalement prêt. Tu le vois se préparer comme jamais. J'ai peur aussi de la différence d'âge, perso. Ah ouais, ça peut jouer. Tu sais, tout à l'heure, tu disais... Ans, là. Ouais, c'est vrai. J'ai pas, tu vois, j'avais même pas rebondi là-dessus, mais c'est vrai que l'âge, ça peut le faire. Les hormones. Moi, j'ai 40 ans, alors je connais ça. Je vieillis. Je commence à avoir des petits cheveux blancs sur les côtés. Il faut que je fasse des dégradés plus souvent. C'est pénible, je vous le dis, c'est pénible. N'approchez pas de la quarantaine. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Hein. On va tous dans la même direction. Hein. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, je voulais rebondir. Moi, je me rappelle le dernier countdown. Enfin, le dernier... tu sais, le truc qu'ils mettent là. Que j'ai vu où c'était des menteurs. C'était Volkov. Rappelle Volkov comme il mentait. Ouais, je suis dans la forme de ma vie, machin, tout va bien. Wow, et je crois que c'était ou Gann ou Aspinal. Du coup, c'était pas Gann, c'était Aspinal. Je dis n'importe quoi. Est-ce que t'as regardé genre, c'est un petit aparté, mais est-ce que t'as vu physiquement comment il est actuellement, Volkov? Ouais, bien sûr. Ouais, ça va pas. Je suis pas sûr qu'il ment, tu vois. Je pense que après, tu vois, c'est dur parce que quand tu prends une performance de regarder ce que le mec a dit avant, tu vois. Parce que de temps en temps, c'est un mec qui est tellement meilleur que toi, ou tellement il va te surclasser. Tu vas dire, ah ouais, mais mentalement,
Il ment, tu vois, il était peut-être pas au top de sa forme. Moi, je pense que le pire mensonge que j'ai vu, c'était Aldo avant Merab qui avait dit ouais, même si je perds, vous inquiétez pas, je prendrai pas ma retraite, nanani, nanana, et qui juste après en fait sa défaite contre Merab, il s'est dit bah non, je prends ma retraite, je veux plus combattre, Ouais. ça vaut plus le coup, tu vois. Et des fois, tu vois, genre t'es obligé de vendre aussi, t'es obligé Ouais, de bah même oui, oui. de te vendre à toi-même le fait que t'es Yes, encore un conquérant, tu vois. c'est ça. J'ai juste ressorti le... J'ai sorti la page parce que je savais plus si ce que j'avais vu sur Volkov, c'était à l'époque de Cyril ou Thomas Spinal. Entre deux, il y a la victoire contre Tibura, et après, il Mm. y a la victoire contre Rosenstruik. Donc je sais plus quand c'était ce countdown, mais je crois que c'était après Cyril, ou c'était, je sais pas, peut-être pour Aspinal. Et je sais pas, je le sentais pas, je sentais pas que le discours allait avec la forme physique, avec le mental et tout, tu vois ce que je veux dire? Bon voilà, Ouais. comme tu as confirmé avec Aldo, c'était un petit peu la même chose. Mais ouais, ils sont obligés, c'est comme ça, c'est le boulot. Ah, tu Alors, vas, tu vas jamais dire, tu sais, dans un countdown, oui, ouais, bah oui, je suis pas bien. je suis pas super bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, si Nick Diaz l'avait déjà fait, mais, Ouais, mais bon. ouais, moi j'aime bien aussi l'honnêteté, mais bon, faut avoir un grand recul sur la société qui t'emploie et faut avoir un petit peu rien à foutre, quoi. Ouais, C'est mais c'est pas tout le monde qui peut se est-ce le que tu as permettre. envie de voir un combat d'un gars qui te dit, ouais, mentalement, les gars, je vous mens pas, je suis pas dans la forme de ma vie, je me sens pas super bien. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue, C'est dur, j'avoue. tu vois. Ouais, ouais, j'avoue. D'ailleurs, c'est pour ça que ça sera marrant de voir ce que John Jones va dire quand il va revenir. C'est là qu'on va rigoler un peu. Je voudrais juste voilà, finir sur les stats. Donc voilà, mine de rien, Ankalaev fait un peu figure de prospect récent, alors qu'en vrai, il est sur 9 victoires d'affilée à l'UFC. Donc soit 9 victoires après sa défaite donc contre Craig, c'était en 2018 pour son premier combat à l'UFC. Blachowicz de son côté, c'est 18 combats au KSW, puis 18 combats à l'UFC, avec un bilan de 12 victoires et 6 défaites à l'UFC. Les deux combattent en moyenne 11 à 12 minutes, donc il faut s'attendre à voir minimum 2 rounds dans les statistiques. Le Polonais a un nombre de soumissions pour lui, sauf qu'il n'a soumis personne depuis 2017, et Ankalaev n'a soumis personne. On a donc un taux de probabilité que ça finisse en soumission qui est quasiment nul. Côté frappe signifiante, c'est très serré avec 3,5 frappes signifiantes par minute pour le Polonais contre 3,6 pour le Dagestanais. Donc vraiment, on est sur une pince à épiler là pour le nombre de coups. En termes d'absorption de frappe, on est sur quasiment similaire. Et en knockdown, c'est le Russo-Dagestanais qui prend un petit peu l'avantage avec 0,8 knockdown par tranche de 15 minutes contre 0,4 pour le Polonais, soit le double pour le Dagestanais. Ça fait donc Ankalaev a donc un petit avantage de mettre son adversaire knockdown. Ça, c'est sur les statistiques. Ils réussissent également tous les deux quasiment un takedown toutes les 15 minutes. Blachowicz en réussit un poil plus puisqu'il dépasse les 55% de réussite contre 33 pour Ankalaev. Et comme je suis gentil, je vais illustrer tout ça avec un gros flyer au milieu de l'écran parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Ça sera plus facile d'avoir ça sous les yeux que de m'écouter. Voilà. Qu'est-ce que Est-ce tu que penses? Si tu te rappelles un petit peu de tout ce j'aurais que j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu penses de tout ce j'aurais record? une Vas-y. question, je sais pas si tu as la stat tout de suite, mais combien la takedown différence des deux, tu vois? Parce que justement, Non, je l'ai pas sous les yeux. La takedown parce différence que des deux. Si, putain, je l'ai pas noté, mais je l'avais, putain, c'était. Je vais te la sais que sortir si tu veux. Faut juste attendre. justement, ça va aborder un des points que je veux parler. Yann, c'est pas un excellent lutteur défensif, hein. Vraiment, loin de là. Moi, je trouve que défensivement en lutte, dès que ça commence un peu à lutter contre lui, Yann, Ouais. il a Alors, du mal, tu vois. ce qui se passe, c'est que Ankalaev est largement devant. Il a quasiment 90% de défense de takedown. Il a 86%. Et Jan Blachowicz, il a 66%. C'est pas mal, 66% en vrai. C'est pas Mais mal. en fait, tu sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se fait emmener au sol, Yann, c'est dur pour lui, tu vois. Tu prends même contre Rakic. Ouais. Yann, le deuxième round, c'était dur, tu vois. Ouais. En fait, quand Mais, il se fait emmener au sol, il perd le round, quoi. Il se fait pas dégommer, mais il perd le round. moi, je pense que Magomed Ankalaev va lutter un peu. Genre, va mixer, tu vois. Alors que je pense que Yann va pas du tout mixer. Je pense que Yann, il va être en mode je suis là, je vais striker, point. Alors que Magomed, je le vois vraiment, vraiment mixer, tu vois. Et tenter de temps en temps une petite tentative d'emmener qui derrière peut te donner en fait ces opportunités-là debout. Et tout de suite, en fait, déjà, même quand t'es un contreur, tu vois, comme Yann, tu vois, c'est dur quand tu sais pas trop si le gars il va striker, s'il va grappler. Ouais, t'es un peu perdu, ouais. Tout de suite, ça enlève ton timing, ça enlève beaucoup de choses.
Moi, je sais pas ce que tu en penses sur ce point-là. Moi, je pense que s'il y a de la lutte ou s'il y a même il y a du grappling d'un des deux côtés, je vois plus que ce serait ramené par Magomed que plutôt Mm. que Yann. Ce que j'en pense, c'est que... comment dire? Comme, en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais au tout début du podcast. D'une manière générale, j'ai l'impression que Yann a quand même eu un niveau d'adversité un petit peu plus élevé jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que ça suffit comme argument pour dire que, tu vois, ça va suffire? Ben non, ça suffira pas, parce qu'on a vu dernièrement que t'as des mecs qui arrivent, regarde Makhachev, Bah, Islam, et voilà, c'est ça, qui finalement s'est montré complètement, enfin, qui a complètement surclassé Oliveira, l'héritier. alors que Oliveira, enfin, moi j'étais le premier à dire, mais Mais attendez, mais c'est pas possible, il a 1000 ans d'expérience de plus par rapport au top 5 de la catégorie, il va le tuer. Et après, finalement, il n'y avait rien à dire. Donc peut-être ça va être le même cas de figure, tu vois, et ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble beaucoup. pour Islam, tu vois, pour ceux qui suivent un peu MMA Time, et surtout les 150 000 spaces qu'on a fait, je pense, sur le sujet, parce que j'avais revu une remarque récemment qui avait dit, ouais, MMA Time, ils ont fait 66 spaces pour parler de Islam contre Charles Oliveira, et c'est vrai. Moi, ce que j'avais dit, c'est de temps en temps, t'as pas besoin forcément d'avoir 150 combats pour qu'on sache quel style est meilleur qu'au contre l'autre, tu vois. Ouais. Il y a certaines personnes qui ont un style qui est parfait pour battre quelqu'un, tu vois. Styles make fight, tu vois. Et automatiquement, Islam, t'as pas besoin de le voir contre le top de la KT pour savoir qu'il bat 3 quarts de la KT, tu vois. C'est. Est-ce que Mais Islam Makhachev, tu lui aurais donné il y a 1 an et demi Dustin Poirier ou Gaethje, est-ce qu'ils te les auraient pas soumis? Moi, je pense que si, tu vois. peut-être si. Moi, à mes yeux, Islam Makhachev. Attends, il y a peut-être un peu de bruit, on va couper. Excuse-moi, il y a eu du passage. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Islam Makhachev a. En fait, tu vois, c'est ce qu'on voit aujourd'hui et qui est dommage. Et que, après, Magomed n'a pas eu ce problème-là. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont justement du Daghestan qui, en fait, se font refuser des combats, tu vois. Je vais pas encore en parler, mais typiquement, le fait de voir Oumar ne pas prendre un top 10 alors que ça fait peut-être 6 mois qu'il call out le top de la KT et qui se fait refuser, ben, c'est dommage, tu vois. Et Islam, c'était ça le problème. Et c'était pour faire une petite digression, Dana l'a mis top 5 alors qu'il avait battu un top 15. Il lui avait fait gagner 4 places parce qu'il avait dit, mais en fait, 3 quarts des mecs qui sont devant lui, ils l'ont refusé. Donc, au lieu de de laisser à ces gars-là qui leur refusaient en fait leur place, bah, ils passent devant eux. Ouais, et si ces gars-là veulent regagner leur place, bah, prenez Islam, tu vois. Et ces gars-là, à part RDA, aucun n'avait derrière essayé de reprendre le combat. Et pour moi, Magomed, pour revenir sur lui, t'as pas besoin de le voir contre typiquement Rakic ou d'autres personnes pour savoir que il a le potentiel pour être champion, tu vois. Il y a des mecs, tu sens qu'ils ont le potentiel et tu le vois depuis des années. C'est vrai qu'il n'a pas eu l'adversité qu'a eu Yann. En même temps, Yann, il a affronté Adesanya, Glover, Corey Anderson, tu vois, il a eu des gros clients. C'est ça. Mais entre guillemets, Yann est à 39 ans, alors que Magomed, je pense qu'il en a 31, tu vois. Ouais, il y aura la même chose. Ouais, bien sûr, il y aura un petit... c'est un peu ce surplus de vivacité de la jeunesse, ça paraît un petit peu... Quand t'es plus jeune et que t'es typiquement tu vois, du Daghestan ou de la Russie, c'est plus dur d'avoir des combats que quand t'es... Bah, tu vois, j'allais dire quand t'es américain, mais après Yann, il est pas américain, mais Yann, quand il est arrivé, il a pris beaucoup de combats que c'était compliqué, tu vois, il a pris un combat contre Ilir Latifi, il a quand même pris beaucoup de bourbiers, alors que peut-être que Magomed a eu plus l'envie de se construire une carrière, tu vois. Ben, ce que tu disais, de toute façon, regarde, ça rejoint se construire une carrière ou prendre ce qu'on lui donne. Parce que Makhachev, dernièrement, ce qu'on peut lui attribuer, c'est de n'avoir refusé aucun... merde, qu'on appelle ça déjà short notice. Ouais, il a pris, je crois que c'est 4-5 derniers combats, à chaque fois il y avait une galère, il y avait un remplacement de dernière minute, une connerie et tout. Mais ça, c'est valable pour l'adversaire, mais c'est valable pour lui aussi, donc c'est tout à son honneur aussi, tu vois. Je sais pas si tu t'en rappelles, Nico, mais
Makhachev, il s'est proposé pour affronter RDA, tu vois. Ouais. Quand, à 5 jours de short Ouais, notice, ouais, après ouais. qu'il venait de battre Bobby Green, il s'est proposé. Et même Dana, pour ceux tout le temps qui veulent revenir sur ça, mais Dana l'a dit, oui, il s'est proposé. Après, c'est son management qui a fait un peu des galères pour pas qu'il y ait le combat, parce qu'il voulait un vrai gros salaire quand même, tu vois, parce que c'est Ouais, normal, non, tu mais prends oui. pas RDA Mm. alors que t'as 5 jours de short notice sans Mhm. demander un énorme salaire. Ouais. Mais le gars a toujours voulu combattre. Et Ouais. bah, même Magomed a jamais refusé un combat. Ces gars-là, en fait, tu leur donnes un combat, ils acceptent et Ouais, ils c'est avancent, ça. tu vois. Ouais, ouais. Et Yann, c'est pareil. Ouais, mais Yann a plus d'opportunités parce que peut-être qu'entre guillemets, il a fait moins peur, donc il a pris plus de bourbiers, comme tu disais tout à l'heure. Tu vois parce qu'à l'époque, où comme tu parlais de Corey Anderson et tout, c'était pas le même Yann. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, il y a encore quelques mois, Il a failli il avait une grosse aura. arrêter la carrière de Corey Anderson, tu Mm. vois. Surtout ce qu'il fallait dire sur le KO. Anderson, Ouais. il avait parlé de retraite directement, c'est Ouais, dire à ouais. quel point il a frappé fort. Ouais, de toute façon, ouais, c'est abusé. Alors, je te propose qu'on aborde les pronostics. Pour moi, je vois vraiment Magomed gagner par TKO au 3e round. Je vois en fait Magomed l'emmener au sol et au 3e et en fait l'avoir sur du ground and pound. J'ai cette vision-là d'un Magomed en fait dominant quand il va implémenter sa lutte. Donc je vois ça, mais je serais pas surpris que le combat soit soporifique jusqu'à ce moment-là. Franchement, je serais pas surpris de très très peu d'actions et des mecs qui ont peur d'engager tous les deux. Moi, c'est ma vision du combat. Même si je pense qu'on peut avoir un chaos super rapide comme un combat hyper chiant, mais je vois plus un combat un peu chiant, tu vois. En fait, c'est l'adage d'avoir 2 contreurs. Quand t'as 2 contreurs, souvent, c'est des combats pas hyper intéressants, pas hyper fan, tu vois, fan friendly, tu vois. Ouais. Souvent, c'est des combats qui sont plus beaux pour ceux qui aiment la technique. Ok. Je sais pas ce que toi t'en penses. Eh ben, c'est marrant, je sais pas si tu me vois, parce que moi j'ai mis ma J'ai vu caméra. ton sourire. Ouais, je suis en train de rigoler parce qu'en fait, je suis en train de me dire, putain, mais je vais dire totalement l'inverse. Enfin, pas totalement, mais moi, je vois totalement un dénouement différent et c'est ouf, ça me faisait rigoler. Parce qu'on a beau être plus ou moins d'accord sur qu'est-ce que l'un et l'autre vont amener dans la cage, ça n'empêche que je vois un dénouement totalement différent, quoi. Donc, moi, je donne mon pronostic pour Jan Blachowicz. J'ai remarqué que Ankalaev, il avait des combinaisons de coups et il avait tendance à baisser la garde légèrement. Sûrement suite à des congestions qui sont assez rapides, il doit avoir les bras très très lourds. Et je pense que Yann va miser sur des remises rapides, des feintes au corps et un travail lourd sur le bras arrière. Et si Yann Couté là-bas a touché durement, je pense que Yann devrait également y arriver, même s'il y a eu des évolutions depuis. Parce que Yann Couté là-bas a bien touché Ankalaev au premier round de manière bien signifiante. Surtout que le bras arrière de Yann devrait être dans le bras de garde de Magomed, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, il boxe en gaucher. Donc voilà, moi je pense que à un moment donné, Magomed va pas pouvoir être vigilant tout le combat sur cet aspect-là. Et là où je te rejoins, c'est que ce sera un finish dans le début du dans le 3e round. Je vois Jan Blachowicz par TKO début 3e round, après un round chacun. Et une congestion trop intense pour Magomed et un Jan Blachowicz qui lève les bras au ciel avec une ceinture à sa taille. Voilà pour moi. Moi, je vois Magomed, mais vraiment, vraiment bien dominé par contre. Hein, tu vois, genre, même si le combat est soporifique, en fait, l'une des choses que j'ai remarqué chez Yann, c'est que, juste pour finir sur ça, c'est qu'il met beaucoup, beaucoup de middle contre les mecs qui sont en southpaw, et contre Magomed, il check super bien les middle. C'est vrai. Il check super bien les middle, et je pense que Yann peut s'endommager la jambe comme ça. Tu vois, c'est un peu aussi ma vision. Je pense que un des deux va avoir une jambe un peu endommagée au milieu du combat. Oui, c'est vrai parce que là-dessus, là où tu as raison, c'est que si tu fais jambe contre jambe sur les deux, à mon avis, oui, c'est sûr que l'avantage, il est pour Magomed. Je retiens 5 minutes juste pour te demander ton avis sur la full card. Bryce Mitchell contre Topuria. Ilia Topuria. C'est pour moi le fight of the night. Tu me poses une colle parce que j'ai pas trop réfléchi, parce que c'est un combat, limite, il faudrait l'analyser, tu vois, seul. C'est dur. Franchement, là, en y réfléchissant comme ça, j'en ai... Allez, si le cœur parle, j'aimerais bien que soit Bryce Mitchell qui gagne. Parce que j'aime bien Bryce Mitchell. Mais je vois bien Topuria gagner par KO. Ah ouais, par KO parce que je vois... Ouais, par KO, parce que je pense que Topuria a une très grosse takedown defense et je pense qu'il est meilleur debout en anglaise.
On voit bien ouais, KO. ouais. Moi, je pense que Topuria est meilleur dans tous les aspects du game contre Bryce Mitchell, mais qu'il y a un aspect dans lequel il est sûrement moins bon, c'est pour pourrir le combat. Et je Ouais. pense que Bryce Mitchell aura la capacité d'emmener le combat dans sa zone de confort et qu'on va... J'espère pas, mais je pense subir du bon ground and pound pendant 3 rounds, et je pense que Mitchell va nous sortir une masterclass au sol, une décision, tu vois, une décision... il va annihiler, en fait, je pense, hein. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Topuria... Enfin, je sais pas si c'est vraiment ce que tu as dit, mais je serais d'accord avec toi si ce que tu as dit, c'est le fait que Topuria est plus complet, en tout cas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je vois Mitchell gagner. En fait, les deux sont exceptionnels, tu vois. Et ça me fait chier parce que je voulais, excuse-moi des mots, mais j'aurais voulu que l'un des deux affronte Mosvar. Tu vois, Mosvar et Bloel. Carrément, bah, c'était prévu. C'était deux combats. On l'a raté cette année pendant que. Parce que Mosvar s'est blessé avant Topuria. Avant les deux, en fait. Il s'est blessé avant les deux. Mais c'était vraiment des combats que je voulais voir parce que c'était. Moi j'aime bien Mosvar, tu vois, même si c'est pas le gars le plus intéressant dans la cage, mais il pose des énigmes, entre guillemets. Les trois, ils font un bon triangle d'énigmes, comme tu dis. Mais de toute façon, pour moi, le gagnant de ce combat-là entre Ilia et Bryce doit prendre un membre du top 5, tu vois. Honnêtement, quand tu prends un prospect comme ça, donnez-leur les étoiles, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Alors, on passe vite fait. Numéro 9, Darren Till. Numéro 13, Dricus Duplessis. Qu'est-ce que t'en penses? Darren Till par KO. Ah ouais. Ah ouais, non, vraiment. Genre, là, j'ai vu la forme physique à Darren. J'ai pas l'impression qu'il s'est blessé. Après, vous allez voir que pendant la Fight Week, il va avoir l'air flambé un peu. Il va avoir l'air flambé un peu et tout ce que je vais dire, c'est faux. Mais physiquement, il a l'air d'être beaucoup plus affûté. Et en fait, Dricus, défensivement, quand il rentre dans ses combinaisons, il a le menton à la fenêtre. Oui, il est exposé. Et je vois tellement le bras arrière de Darren Till le coucher. Okay. Alors vraiment, il va rentrer, il va se faire coucher. Ouais. Parce que franchement, le combat qu'il fait contre... j'ai oublié son nom, mais le combat juste avant de Dricus, pareil, je me rappelle plus son nom. Merde, je l'ai pas... c'est un néo-zélandais, je crois, le gars. Je me souviens plus. Mais c'est vraiment affligeant le nombre de fois où lui, il va à la guerre. Ah ouais, mais Darren Till, je pense qu'il va le coucher. Honnêtement, je vois... Et après, c'est peut-être parce que j'aime bien Darren Till, mais... si enfin il peut avoir un peu son corps qui le tient, ça ferait plaisir, tu vois. Bon, bah moi je vois Dricus Duplessis, TKO, je sais pas comment, mais là vraiment, non mais moi Darren Till, j'y crois plus en fait, voilà. Je vais pas me polémiquer, je vais pas rentrer dans des... Ouais, tu vois, j'ai arrêté d'y croire. C'est pas que je l'aime pas, hein, c'est pas genre de la haine. Mais il a une histoire exceptionnelle. J'ai rien contre lui, je l'apprécie, mais... Quand on voit... En fait, à chaque fois qu'il gagne et que tu regardes le palmarès du mec qu'il a battu aujourd'hui, à chaque fois, les mecs, ils sont sur 4-5 défaites et tout. J'ai du mal à lui donner du... C'est pas gentil ce que je dis, hein, mais j'ai du mal à lui donner un gros crédit, tu vois. Et je pense qu'il va gentiment descendre dans les rankings jusqu'à ce que son corps lâche, en fait. Bon. C'est pas très sympa de parler comme ça, je le sais. Ouais, mais c'est juste... j'ai pas envie de voir ça. Mais non, mais moi, perso, j'y crois. D'accord. Ok. Robbie Lawler contre Santiago Ponzinibbio. Pourquoi Robbie prend ce genre de combat? C'est une galère. Hein. Robbie, franchement, il prend Barbarena avant. Il arrête jamais. Il en a pas marre de faire des guerres. Il en a rien à foutre de perdre des combats, il veut juste. Non, mais même au niveau neurones, il aurait dû arrêter au même moment que Nick Diaz. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le Michael Chandler, tu vois, pas du pauvre, hein, mais du bad tableau maintenant, quoi. Respectons quand même Robbie Lawler. Ouais, c'est ça, je veux pas dire de dinguerie, mais est-ce que c'est pas un peu... Enfin, en ce moment, putain, ça fait un moment que c'est sac de frappe contre sac de frappe, quoi, ces combats. Ouais, c'est dur. J'ai regardé le combat contre RDA, justement, récemment. Il y a une combinaison que met RDA, t'as l'impression qu'il y a 50 coups qui partent. C'est trop, en fait. Ouais. Non, mais on va avoir le même prono, je pense, Santiago, et je pense par KO, et pas un beau combat, tu vois, un combat qui va faire mal au cœur, tu vois. Ouais, parce que Santiago, c'est un violent. Hein. C'est vraiment très... c'est un putain de violent, quoi. De temps en temps, il perd son petit combat qui fait qu'il rentre pas dans les classements, tu vois, mais c'est un bon gars, quand même. Ah bah, le KO qu'il prend par Lee... Ouais. Oh là là. Ouais, non. Ouais, c'est chaud. Paddy Pimblett contre Jared Gordon.
Si le cœur parle, si le cœur parle pour ce combat, j'espère que Jared Gordon va le mettre KO. En fait, je suis pas le plus grand fan de Paddy Pimblett pour des raisons personnelles, tu vois, mais je sais qu'il va gagner. Et je sais qu'il va gagner. Je sais qu'il va gagner sûrement par finish. Je vois bien une soumission encore une fois, un étranglement. Mais en fait, j'ai du mal avec lui, tu vois. Pas parce qu'il met ça, pas parce que c'est un trash talker ou quoi, mais c'est plus parce que tu vois, il y a des personnes que t'aimes pas et tu saurais pas expliquer, tu vois. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il a ses limites, quoi, par rapport à ce qu'il dit. Il back up, mais avec des limites, tu vois. Ouais. Simplement, quoi. Et puis même, tu vois, c'est la comparaison qu'avait fait Chris Gunnart au poker, tu vois. Genre, je sais qu'il a des limites. Je sais que c'est un gars qui va perdre, mais je peux pas mettre ma mise maintenant sur le fait qu'il va perdre maintenant, tu vois. Ouais. Je pense que... Mais j'ai hâte de le voir contre un top 15. Honnêtement, je sais que Arman Saroukian l'avait call-out. Il a gentiment refusé le call-out pour des raisons... Ouais, après, il faut pas se cramer. Il a pas tort dans sa construction. Il a pas tort du tout. Il a pas tort. Mais je pense qu'il va lui donner un Dan Hooker, perso. Dan Hooker. Moi, je vois bien... J'ai eu un bug pendant 2 secondes quand t'as dit Dan Hooker, j'ai cherché. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Putain, ouais, carrément. J'ai peur qu'il lui donne Dan Hooker ou pire, Tony Ferguson. C'est ma hantise de voir Tony reprendre un gars qui... je veux pas avoir Tony perdre contre un mec comme Paddy Pimblett. Je veux pas. Non. Et ce que je voulais dire sur ce combat, quand j'ai fait le podcast il y a 2-3 jours là, sur Pimblett, c'était pas 2-3 jours, c'était hier je crois, ou avant-hier, Paddy Pimblett Gordon, j'ai mis en avant le fait que il me semble que c'était la première fois qu'il combattait quelqu'un de mieux classé que lui à l'UFC, et je trouve que c'est tout en son honneur par rapport à sa revalorisation de contrat d'aller enfin de l'avant, donc je trouve ça cool, donc c'est encourageant aussi, ça veut dire qu'il a comme enfin il met enfin ses ambitions sur la table, tu vois, donc je trouve ça bien. Moi je le vois quand même gagner aussi, voilà, un finish. Je vois un finish, une soumission, un TKO, mais je vois aussi un finish. De toute façon, ce mec, il vit que pour ça. Après, Gordon, attention, hein, c'est pas de la merde. Hein. Donc, mais voir Gordon le mettre KO... c'est possible. Hein. C'est possible. Après, Gordon, il a tendance à être un peu intensiste. C'est-à-dire que si tu tournes autour de lui pendant 3 rounds, il va tourner aussi, quoi. Donc, ça peut aussi être... Franchement, tous ces combats, ça peut être tout rien. Mais le problème, c'est son menton, il est à la fenêtre. Mais vraiment, tu vois, genre, on revient encore sur ça, mais... Le premier combat là contre l'Italien, il subit. Hein. Franchement, il prend une frappe. Evan Dramini, il est brésilien, suisse-italien, le mec, c'est un truc de fou. Ouais, non, je sais. Ouais, à la Coupe du Monde, il est bien, tu vois. Il est bien à la Coupe du Monde. Ouais, lui, il est bien, il aime tout le monde. Sauf pour l'Italie. Ouais, sauf pour l'Italie, évidemment. Mais non, mais je pense qu'on n'aura pas dit qu'il va gagner. Ouais, je pense aussi. Et ben voilà, on a fait le tour. Hein. C'est bon, un dernier mot avant de décaler. Donnez de la force à Nico, les gars. Il fait du super bon boulot. Vous attendez quoi pour vous abonner, les gars? C'est cool. Vous attendez quoi? Il y a une petite vague d'abonnements là, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, quand il y a des créateurs qui font du bon contenu, les gars, faut pas hésiter. C'est pas quand ils auront beaucoup plus d'abonnés qu'il faudra dire faut être là dès le début, les gars. Ouais. C'est pas quand il aura 50 ans, venez maintenant que j'en ai 40, venez tout de suite. Oui, voilà, les gars. Non, mais vraiment, tu fais du bon contenu et ça fait plaisir de voir des créateurs qui mettent leur passion en avant, tu vois. Ouais, je te remercie, c'est sympa. Moi aussi, j'aime bien ce que vous faites. Je suis sincère, de toute façon, sinon, j'aurais pas forcément été dans le sens de faire un truc avec toi, tu vois. Ouais, même moi, je vois. Ouais, voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement. Franchement, et c'est cool. Franchement, faut toujours faire des choses avec des personnes qu'on apprécie, qu'on apprécie le travail. Moi, personnellement, si je suis venu, c'est parce que j'ai regardé plusieurs de tes podcasts. Ah, ça le fait. Donc, franchement, celui sur Flo, excellent. Vraiment excellent. L'interview, top. Ouais, c'est un bon gars, j'ai bien kiffé, j'ai passé un bon moment avec lui. C'est cool, merci. Merci, c'est cool. Je te remercie, Nico. Moi, je vais devoir y aller. Ouais, c'est un plaisir de passer. Tu repasses quand tu veux chez nous, on repasse quand tu veux chez toi. Carrément, j'étais venu, je me rappelle, j'étais en Italie à l'hôtel pour Barnaoui contre Piccolotti là, mais depuis j'ai pas trop eu le temps parce que vous faites tard le soir en fait. Mais oui, j'essaierai de repasser. Il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vois que c'est le bordel, alors je te dis à bientôt. Okay. Je te remercie, vas-y. Allez, bonne journée. Voilà, ce podcast est terminé. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a fait passer un bon moment. La propagande des 500 abonnés pour Noël est réussie et je vous en remercie très fort. On va passer à 1000 tout doucement pour 2023. N'hésitez pas à rameuter vos communautés. Quant à moi, on se retrouve très vite. Vous allez me manquer. Mais je reviens très vite, très fort. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.